Tu es l'épouse d'un sénateur dans la Rome antique en 45 après Gessé. Ton mari est au forum. Tes enfants sont avec leurs précepteurs. Et tu prépares le dîner quand des gardes impériaux se présentent à ta porte. Ils ne sont pas là parce que tu as fait quelque chose de mal. Ils ne sont pas là pour arrêter ton mari. Ils sont là parce que l'impératrice Messaline a personnellement requis tes services. Et ce qui va t'arriver va détruire ton mariage, ruiner la réputation de ta famille et te transformer en divertissement pour la femme la plus puissante du monde, qui voit ton humiliation comme un simple mardi soir. Oui, cela s'est réellement produit. Valeria Messalina a régné aux côtés de l'empereur Claude pendant 7 ans et a essentiellement contrôlé 60 millions de personnes à travers l'Empire romain. L'histoire la souvient comme cette jeune et belle impératrice qui a donné un héritier à Claude et a aidé à maintenir l'Empire stable après tout ce chaos avec Caligula qui a été poignardé à mort. Mais voici ce qu'ils ne te disent pas dans les livres d'histoire. Derrière toutes ces statues de marbre et ces cérémonies fastueuses, Messaline dirigeait ce qui ne peut être décrit que comme le réseau d'exploitation sexuelle le plus tordu et le plus systématique de l'histoire humaine. Je parle de choses si dérangées que même les historiens romains et ces gars vivaient dans un monde où posséder des esclaves sexuels était tout à fait normal, même eux avaient du mal à l'écrire. Ce n'était pas juste une impératrice folle ayant des aventures, c'était une guerre psychologique industrielle déguisée en divertissement impérial. Ce que je vais te montrer provient des archives officielles de la cour romaine, des témoignages oculaires d'historiens comme Tacite qui ont vécu cela, et des preuves archéologiques que nous avons littéralement déterrées du palais impérial. Nous parlons d'un système qui a fonctionné pendant presque une décennie au cœur de Rome. Et voici la partie la plus dérangeante. Messaline ne s'en prenait pas juste à des personnes au hasard. Elle ciblait spécifiquement les épouses et les filles des familles les plus puissantes de Rome, transformant l'humiliation sexuelle en une arme de contrôle politique. Elle avait des registres, des horaires, des marges bénéficiaires. Toute l'affaire fonctionnait comme une entreprise. Je n'ai pas pu arrêter de rechercher cette histoire une fois que j'ai commencé. C'est à ce point insensé. Avant de plonger plus profondément dans ce cauchemar absolu, appuie sur le bouton s'abonner si tu aimes l'histoire sombre qui s'est réellement produite. Et laisse un commentaire pour me dire d'où tu regardes. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Maintenant, retournons à la femme la plus dangereuse de la Rome antique. D'accord, laisse-moi t'expliquer ce que Messaline a réellement fait. Parce que quand j'ai lu cela pour la première fois, j'ai littéralement dû poser le livre et juste le digérer. Elle a transformé une partie du palais impérial, le siège même du pouvoir romain, en un réseau de prostitution forcée. Mais pas avec des femmes au hasard, avec les épouses de sénateurs, les filles de consuls, les femmes les plus élites de l'Empire. Et écoute ça, elle faisait passer cela pour un honneur. Imagine ça. Tu vis ta vie normale en tant que noble romaine quand les gens de Messaline se présentent avec ce qu'ils appelaient des listes de recrutement. Ce n'étaient pas des visites au hasard. Ils avaient des dossiers sur tout le monde. Quelle famille devint des faveurs politiques? Les maris de qui avaient eu besoin de postes gouvernementaux? Qui avait les bons attributs pour des clients spécifiques? J'ai trouvé des archives montrant qu'ils évaluaient littéralement les femmes comme des produits. Description physique, connexion familiale, même des évaluations de personnalité pour prédire qui se soumettrait et qui pourrait causer des problèmes. La bureaucratie de tout cela est ce qui me touche vraiment. Ils avaient des planificateurs, des préférences de clients, des examens médicaux, un suivi des revenus. Ils traitaient les êtres humains comme un inventaire dans un catalogue de luxe. Voici ce qui se passait quand tu étais sélectionné. D'abord, il te disait que c'était un honneur spécial de l'impératrice elle-même. La loyauté de ta famille envers Rome était testée. Refuser serait antipatriotique, dangereux pour la carrière de ton mari, mauvais pour l'avenir de tes enfants. Une fois au palais,
Il t'enlevait tout ce qui faisait de toi qui tu étais. Pas de vrai nom, pas de parler de ta famille, pas de dignité du tout. Tu devenais ce qu'ils appelaient littéralement des actifs impériaux. Et les clients, des politiciens cherchant des faveurs, des marchands riches, des ambassadeurs étrangers, des hommes qui payaient des prix premium précisément parce qu'ils couchaient avec l'épouse d'un sénateur ou la fille d'un consul. Je ne peux même pas imaginer ce que ces femmes traversaient psychologiquement. Mais attends, ça empire. Messaline ne dirigeait pas juste un bordel. Elle transformait l'exploitation sexuelle en divertissement. Elle organisait des compétitions où des femmes nobles devaient rivaliser avec des prostituées professionnelles dans des concours d'endurance. La plus célèbre, Messaline elle-même a défié la prostituée la plus renommée de Rome, Scylla, pour voir qui pouvait coucher avec plus d'hommes en 24 heures. Selon Pline l'Ancien, qui était vivant quand cela s'est produit, Messaline a gagné après 25 rencontres. 25 en une journée, comme une compétition avec des spectateurs. Il construisait des zones de visionnage spéciales dans le palais pour ce genre de choses. Les Romains riches venaient regarder comme si c'était des jeux de gladiateurs, sauf qu'au lieu de combattants, c'étaient des épouses de sénateurs qui étaient humiliées pour le divertissement. Voici quelque chose qui m'a vraiment choqué quand je faisais des recherches sur cela. Messaline utilisait ces femmes comme outils diplomatiques. Les rois étrangers et les gouverneurs visitant Rome étaient honorés avec l'accès à des femmes romaines de haut rang comme une démonstration de faveur impériale. Mais ce n'était pas juste de la diplomatie, c'était du chantage. Elle documentait tout, créant des dossiers qu'elle pouvait utiliser plus tard pour un levier politique. Coucher avec l'épouse d'un sénateur. Maintenant, nous te possédons. Le système s'est répandu à travers l'Empire. Les gouverneurs provinciaux ont commencé à copier ce qu'ils voyaient à Rome, créant des réseaux de prostitution forcés à travers la Méditerranée. Ce n'était pas juste dans un palais. Cela est devenu une partie de la façon dont l'Empire romain fonctionnait. Ce qui rend cela si dérangeant, ce n'est pas juste l'exploitation physique. C'est la façon dont Messaline détruisait systématiquement l'identité de ces femmes. Pense-y, tu es une matrone romaine respectée un jour, et le lendemain, tu es forcé de servir des clients dans le palais impérial. Ton mariage est ruiné parce que la loi romaine rendait presque impossible pour les maris de maintenir l'honneur quand leurs épouses avaient été prostituées, même sous la contrainte impériale. Beaucoup de femmes ne s'en sont jamais remises. Certaines se sont suicidées après la fin de leur service. D'autres sont devenues des recluses complètes, trop honteuses pour apparaître en public à nouveau. Et leurs enfants. La honte était héréditaire. Les enfants grandissaient, marqués par ce qui était arrivé à leur mère. Les perspectives de mariage disparaissaient. Les opportunités politiques s'évanouissaient. Messaline n'exploitait pas juste des individus. Elle brisait des lignées familiales entières pour des générations. Tu te demandes probablement comment diable elle s'en est tirée si longtemps, n'est-ce pas? Parce que le système de bordel n'était que le début. Messaline n'était pas satisfaite de l'exploitation sexuelle. Elle a créé un gouvernement fantôme entier basé sur le chantage, le meurtre et le contrôle psychologique qui faisait passer la prostitution du palais pour presque insignifiante. Je veux dire, quand la prostitution forcée est la partie la plus petite de ton empire criminel, tu sais que nous avons affaire à quelqu'un de vraiment terrifiant. Laisse-moi te raconter comment Messaline gérait les gens qui ne voulaient pas jouer le jeu avec son système. Parce qu'elle n'acceptait pas juste non comme réponse, elle éliminait les gens qui le disaient. Prends son beau-père, Appius Silanus. Le gars devient gouverneur d'Espagne, épouse la mère de Messaline. Tout va bien. Puis Messaline décide qu'elle le veut pour elle-même. Quand il rejette ses avances, parce que, tu sais, t'es sa belle-fille. Elle orchestre son meurtre. Mais voici la partie tordue. Elle ne le fait pas juste tuer. Elle crée cette opération psychologique élaborée pour faire en sorte que l'empereur Claude ordonne l'exécution lui-même. Donc Messaline va voir Claude et dit «
Chérie, j'ai fait ce terrible rêve la nuit dernière. J'ai vu Silanus te tuer. Puis son allié Narcisse, le secrétaire en chef de Claude, arrive et dit: Sainte divinité, César, j'ai fait exactement le même rêve. Claude était super superstitieux concernant les présages et les rêves. Quand Silanus se présente pour sa réunion matinale régulière le lendemain, Claude voit son arrivée comme une confirmation de la prophétie et le fait exécuter sur place. Je n'ai pas pu y croire quand je l'ai lu pour la première fois. Elle a transformé les croyances religieuses de l'empereur en armes pour commettre un meurtre par procuration. Mais ce n'était pas juste pour éliminer des menaces. Chaque élimination venait avec un bonus financier. Quand quelqu'un était exécuté pour trahison, ses biens étaient confisqués et redistribués. Devine qui finissait avec la plupart? Valerius Asiaticus possédait ces célèbres jardins que Messaline voulait. Donc, elle a arrangé pour qu'il soit jugé pour trahison dans la chambre de Claude pendant qu'elle regardait depuis le côté. Parle d'un tribunal fantoche. Le gaz a presque été acquitté aussi, jusqu'à ce que le procès soit saboté à la dernière minute. Messaline est repartie avec certains des biens immobiliers les plus précieux de Rome. Voici ce qui me touche vraiment. Toute cette opération était rentable. La prostitution forcée générait des revenus. Les confiscations de biens apportaient de la richesse. Et le chantage politique créait des flux de revenus continus. Messaline a essentiellement transformé le système impérial romain en une entreprise criminelle déguisée en gouvernement. Et elle l'a fait pendant 7 ans sans que Claude s'en rende compte. Comment un empereur ne remarque-t-il pas que sa femme dirige une opération criminelle massive depuis son propre palais? C'est ce que je me demandais sans cesse. Mais voici la partie qui me hante vraiment dans toute cette histoire. Messaline n'a pas juste commis ces crimes, elle les a fait sembler normaux, même à la mode. Elle utilisait tout le bon langage. Les femmes n'étaient pas forcées à la prostitution, elles étaient honorées par un service impérial. Les familles n'étaient pas chantagées. Elles démontraient leur loyauté envers Rome. Les enfants grandissaient en pensant que c'était juste comme ça que les choses fonctionnaient. Les adolescentes apprenaient que leur corps appartenait finalement à l'État. Les garçons apprenaient que leurs futures épouses pourraient être appelées à servir l'Empire. Et ça marchait. Les familles rivalisaient pour montrer de l'enthousiasme face aux demandes de Messaline, parce que la conformité apportait des récompenses. Contrats gouvernementaux, commissions militaires, avancements politiques. La résistance signifiait la mort sociale. La partie vraiment tordue, ce système s'est répandu au-delà de Rome. Les gouverneurs provinciaux à travers l'Empire ont commencé à implémenter des programmes similaires, parce qu'ils avaient vu à quel point cela fonctionnait efficacement dans la capitale. Nous parlons d'une exploitation sexuelle systématique devenant une politique impériale standard à travers le monde méditerranéen. Les preuves archéologiques suggèrent que des sections entières de bâtiments gouvernementaux ont été modifiées pour accommoder ces activités. Cela est devenu une infrastructure, une partie de la façon dont l'Empire fonctionnait. Imagine être un diplomate étranger visitant Rome et qu'on te dise: Oh, et voici où tu peux accéder aux épouses de sénateurs comme partie de nos services d'hospitalité. C'était l'Empire romain sous Messaline, l'exploitation sexuelle emballée comme des commodités de luxe. Cela semble fictif, mais c'est tout documenté dans les archives officielles romaines. Que penses-tu de quelque chose comme ça devenant complètement normalisé dans l'une des civilisations les plus puissantes de l'histoire? Tu sais ce qui est fou? Nous savons tout cela parce que les Romains étaient des obsédés des archives. Les administrateurs du palais documentaient tout: horaires des clients, rapports de revenus, profils des victimes, examens médicaux. Ce ne sont pas des rumeurs ou de la propagande, ce sont des documents impériaux officiels qui ont survécu pendant 2000 ans. Les archives secrètes du Vatican ont préservé des fragments des registres financiers. Les musées du Capitole ont des correspondances montrant comment le système fonctionnait. Les fouilles archéologiques
du Palais du Palatin ont révélé des modifications physiques spécifiquement conçues pour ce réseau. Des analyses médico-légales récentes de lettres impériales ont révélé le langage codé qu'ils utilisaient pour arranger ces activités. Les historiens trouvent encore de nouvelles preuves sur à quel point cette opération était répandue. Les estimations actuelles suggèrent que des centaines de familles romaines ont été directement affectées, avec des milliers d'autres vivant dans une peur constante d'être sélectionnés. Et voici la chose, nous voyons probablement seulement la pointe de l'iceberg. La plupart des victimes n'ont jamais parlé de ce qui leur est arrivé, et la plupart des archives ont été délibérément détruites après la mort de Messaline. Alors, comment tout cela s'est-il finalement effondré? Messaline est devenue trop ambitieuse pour son propre bien. En 48 après Gédocée, pendant que Claude était hors de la ville pour inspecter des ports, elle a décidé d'épouser son amant Gaius Silius dans une cérémonie publique. Pas une affaire secrète, un mariage complet avec toutes les formalités légales romaines. C'était de la bigamie, de la trahison, et probablement la manœuvre politique la plus stupide de l'histoire romaine tout en un. La fête de mariage est devenue cette célébration massive où toutes les victimes de Messaline ont été forcées de servir comme divertissement pour les invités. C'était comme un grand final montrant tout ce qu'elle avait construit pendant 7 ans. Mais le rendre public a été son erreur fatale. Quand la nouvelle a atteint Claude, même lui ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. Les conseillers de Messaline savaient qu'elle était fichue. Ils ont envoyé des gardes pour l'exécuter dans les jardins de Lucullus, la même propriété qu'elle avait volée par meurtre des années plus tôt. Ces derniers moments, elle a supplié pour la miséricorde et essayé de négocier. Pas de dignité, pas d'honneur, juste un plaidoyer désespéré de quelqu'un qui avait passé des années à détruire la dignité des autres. Elle est morte de la façon dont elle avait vécu, par la violence et le déni complet de la valeur humaine. Voici ce qui me touche vraiment dans l'histoire de Messaline. Ce n'est pas juste une personne maléfique faisant des choses terribles. C'est à quelle vitesse la déshumanisation systématique peut devenir normale quand la bonne personne a assez de pouvoir. La bureaucratie, la manipulation du langage, les incitations économiques, le trauma générationnel. Ces schémas apparaissent tout au long de l'histoire, chaque fois que des institutions obtiennent un contrôle absolu sur la vie des gens. Les mécanismes psychologiques que Messaline a exploités sont encore pertinents aujourd'hui. Le pouvoir de la honte pour contrôler le comportement. L'efficacité de l'humiliation sexuelle comme arme politique. La façon dont l'abus systématique est normalisé par une implémentation graduelle et un emballage culturel approprié. Comprendre comment cela fonctionnait dans la Rome antique nous aide à reconnaître des schémas similaires dans notre propre monde. Mais le plus important, nous devons nous souvenir des milliers de femmes individuelles dont les noms et les histoires ont été complètement perdus pour l'histoire. Des personnes réelles qui ont souffert un trauma inimaginable pour construire l'empire d'une personne de pouvoir absolu. Leurs expériences comptent. Leurs douleurs étaient réelles et leurs histoires méritent d'être racontées même 2000 ans plus tard. Penses-tu que quelque chose comme ça pourrait se produire à nouveau sous une forme différente? Laisse tes pensées dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir ce que tu penses de toute cette pièce d'histoire insensée. Aurais-tu survécu dans cette cour? Comment penses-tu que tu aurais géré d'être prise dans le système de Messaline?